Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au cœur des vignes du domaine de Haute-Perche dans le Val-de-Loire, tout près d'Angers, pour le lancement d'un nouveau podcast consacré au réemploi dans les vins de Loire, la Loire en bouteille. Dans le cadre du plan filière Vins de Loire 2030 et avec le soutien d'Interloire, la filière des vins de Loire s'engage concrètement pour réduire son empreinte environnementale. Parmi les solutions explorées, le réemploi des bouteilles apparaît comme une piste prometteuse. Mais alors, comment mettre en place ce dispositif à grande échelle? Comment mobiliser toute la filière, du producteur au consommateur? Quels sont les enjeux, les freins, les leviers d'action? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce premier épisode, aux côtés de 3 invités qui partageront leur expérience, leur vision de ce changement en marche. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est parti pour la Loire en bouteille. Autour de moi, 3 invités pour mettre en perspective le réemploi dans la filière viticole avec un regard terrain ancré dans les vins de Loire. Anne-Laure Desmaris, vous êtes régisseuse au domaine de Haute-Perche et vous nous accueillez. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Mehdi Besbes, vous êtes responsable marché vin et spiritueux chez Adelph. Vous êtes aussi agronoble et œnologue. Merci d'être avec nous. Merci Sybille, merci pour l'invitation. Et Sophie Talbot, directrice générale d'Interloire. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Mehdi, je vais me tourner vers vous en premier. Effectivement, quand on pense verre, je pense que nos auditeurs pensent facilement à recyclage, à une matière qui se recycle. Mais quelle est la différence véritable entre recyclage et réemploi? Et j'imagine la différence d'impact environnemental entre ces deux solutions. Merci Sybille pour la question. Alors effectivement, réemploi, recyclage, ce sont deux procédés différents qui ne s'opposent absolument pas. Ils sont complètement complémentaires. Le recyclage, à savoir, c'est un procédé qui a vu le jour dans les années 70, puisqu'on trie le verre et on le recycle depuis 1974. Et ça a été développé davantage grâce à la responsabilité élargie des producteurs depuis 1992. D'accord. 91, où ça a été retranscrit dans le Code de l'environnement, et 92, la date de la création de notre maison mère Citeo. Et nous avons vocation justement d'aider, d'accompagner les metteurs en marché à se mettre en conformité vis-à-vis de cette responsabilité. Le recyclage, concrètement, c'est quoi exactement? Comment ça s'organise? Il s'agit de collecter, trier les déchets d'emballage ménagers pour les recycler. C'est en fait venir donner une seconde vie aux matériaux d'emballage. À l'opposé, le réemploi, c'est venir connecter toujours les emballages pour leur donner une seconde vie. C'est-à-dire qu'on va passer d'un emballage à usage unique à un emballage qu'on va utiliser un certain nombre de fois avant de le recycler. Et c'est là toute la différence. Oui. Et donc là, c'est pour ça que je dis que c'est deux procédés qui sont complémentaires. L'un va prolonger la vie de l'emballage et le deuxième va venir donner une seconde vie à la matière qui est le verre. En termes d'impact environnemental, très intéressant de voir que déjà le recyclage en soi, puisque ça a été bien développé aujourd'hui, on a des taux de recyclage du verre qui sont très importants. Oui, c'est un geste qui est connu maintenant. Chaque habitant a cette gestuelle qui est de mettre son verre dans la poubelle adaptée, quoi. Exactement, c'est un geste qui est bien ancré dans l'esprit des consommateurs français. On atteint des taux de recyclage du verre qui sont très élevés, 86% en France. Ça veut dire qu'on a depuis 30 ans fait énormément d'efforts qui en conclut. Aujourd'hui, on souhaite aller encore plus loin. Et d'un point de vue impact environnemental sur le recyclage du verre, sur 1 tonne de verre recyclé, on a une économie de CO2 réalisée de 623 kg par tonne. Grâce au réemploi, on va venir réduire davantage cette empreinte carbone, puisqu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées par l'ADEME notamment, qui viennent démontrer que le réemploi est plus vertueux que l'usage unique, en général, à partir de la deuxième rotation. Et donc, quand on couple ces deux procédés en même temps, ça va venir encore améliorer les gains carbone. Sophie Talbot, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que représente Interloire? Et donc, pourquoi est-ce que vous essayez d'aller plus loin dans cette démarche d'implémentation de réemploi des bouteilles dans la région? Oui, bien sûr. Alors, Interloire, c'est l'interprofession des vins de Loire. Ça regroupe 2500 acteurs des vins de Loire, que ce soit des vignerons, des négociants, des caves coopératives. Le territoire est assez vaste puisque ça s'étend de Nantes à Blois,
Donc ça regroupe 34 appellations d'origine protégée et une indication géographique protégée, l'IGP Val-de-Loire. Donc un territoire vaste, 42 000 hectares de vignes, et donc qui couvre le Nantais, l'Anjou-Saumur et la Touraine. Donc on a la chance d'avoir à travers ce vaste territoire tout un panel de vins, toute une large diversité de vins qui fait toute notre richesse. Alors pourquoi le réemploi aujourd'hui ? Il faut savoir déjà qu'au niveau des vins de Loire, les vins de Loire sont vraiment les pionniers de l'adaptation au changement climatique. C'est un engagement qui date de la fin des années 90, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré fortement dans notre culture. Et par rapport à ça, les vins de Loire ont une approche assez pragmatique finalement sur le sujet. L'idée, c'est de se dire... Voilà, la décarbonation de la filière aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour nous, ça c'est clair, et on se donne pour ambition de rien s'interdire, de tester un maximum de possibilités, d'alternatives, d'options qui s'offrent à nous. Et aujourd'hui, le réemploi, c'est pas l'unique solution, mais en tout cas, c'est une solution qui mérite d'être creusée, qui mérite d'être testée pour apprendre de ces expériences et essayer de creuser la voie, de creuser un sillon pour contribuer à décarboner davantage la filière. Et on sait quel impact ça a au niveau de la consommation énergétique, parce que là on a parlé vraiment des ménages. De vous qui représentez plutôt des professionnels, quel poids environnemental ça a, la bouteille? Alors ce que je peux vous dire, c'est que le post-emballage, ça représente entre 30 et 40% des émissions de gaz à effet de serre de la filière. Donc effectivement, c'est un enjeu fort quand on parle décarbonation que de s'attaquer à ce post-emballage et d'essayer de trouver des pistes, des moyens de réduire notre impact sur ce poste-là. Anne-Laure Desmaris, donc vous êtes régisseuse au domaine de la Haute-Perche. Comment est-ce que vous avez saisi ces questions-là au sein du domaine ? Alors, c'était effectivement quelque chose d'assez nouveau quand nous, on s'y est mis. Moi, ça me paraissait assez évident. J'avais commencé à en entendre parler via notamment une entreprise une association d'ailleurs, qui crée sa nouvelle usine du côté de Nantes qui s'appelle Bout à Bout. Oui. Donc on avait commencé à entendre parler un peu de tout ce réemploi, etc. Et il s'avère... Il y a combien de temps à peu près ? Il y a... alors moi j'ai commencé à entendre parler il y a 5 ans presque maintenant. Donc on s'intéressait un peu à la question. Et il s'avère qu'ici à Haute-Perche, on a commencé à réfléchir à une nouvelle identité du domaine parce que c'est un domaine qui a été repris en 2019. Et puis voilà, on a fait pas mal de travaux ici. On a travaillé beaucoup sur une restructuration du vignoble. Et puis la dernière étape, c'était l'étape marketing, si je puis dire, de repenser une identité pour le domaine. Et quitte à repenser une identité, quitte à repenser des visuels, des étiquettes, etc., on s'est dit c'est peut-être le moment de se lancer et d'adapter finalement tous nos contenants et nos emballages à du réemploi. Donc ça a commencé comme ça en 2023 et donc aujourd'hui ça fait 2 ans et demi, je dirais, qu'on est 2 ans qu'on est vraiment en état de marche pour le réemploi. D'accord, donc tu as eu 3 ans de vraie analyse, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça a eu comme impact ? Vous avez parlé d'emballage, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fallu changer comme réflexe, comme machine, comme... Alors on a dû adapter les étiquettes, on a dû adapter ce qu'on appelle le surbouchage, donc les capsules qu'on a complètement arrêtées du coup. On a repensé pas mal de... Enfin en fait toutes les matières premières qui constituent l'emballage d'une bouteille de vin. Donc on a travaillé avec des cols hydrosolubles qui sont le moyen en fait pour pouvoir enlever l'étiquette facilement lors de lavage. On a adapté nos contenants, donc nos bouteilles directement, pour qu'elles soient adaptées justement à ce circuit de réemploi et faire partie d'un projet global avec tous les vignerons qui s'engagent de la filière, les vignerons et acteurs, différents acteurs de la filière. Mais je dirais que le plus gros travail a été de former nos consommateurs qui étaient habitués à mettre directement leur bouteille en verre dans le conteneur à verre et donc ça a été le plus gros changement et le plus gros point, je pense, de changement dans nos process. On va revenir un peu plus tard après sur tous les freins que vous avez eu pour mettre ça en place. Est-ce que Sophie, cette question est saisie par la plupart des acteurs de la région ? Comment est-ce que ça prend ?
Je pense que effectivement il y a quelque chose qui est partagé de manière générale au niveau des vins de Loire, c'est vraiment cet ADN de défricheur. Donc chacun essaye à sa façon d'avancer sur ces sujets-là. Le réemploi, nous, on a eu envie de se saisir de ce sujet parce que l'envie était présente parmi les opérateurs qu'on représente, ça c'est clair. Il y avait cette envie de tester, d'apprendre, d'essayer d'aller plus loin sur le réemploi. Aujourd'hui, il faut savoir que le réemploi, c'est vraiment une piste qui est quasi inexistante, inexploitée au niveau de la filière vin française en général. Et donc du côté des vins de Loire, on a eu envie de prendre part au jeu, finalement d'apporter justement aussi notre culture d'expérimentateur et notre envie de tester des choses, d'être pionnier, tout cet ADN de pionnier. Et donc c'est un peu naturellement aussi qu'on s'est saisi de l'appel à projet encore plus de réemploi qui a été lancé par Adelphes et Citeo en 2024. Le temps était très très court, on a eu à peu près un mois pour se retourner, en plus sur le mois d'octobre, donc c'est la période vendange qui est compliquée dans le cycle de vie d'un domaine ou d'un négoce ou d'une cave coopérative. Mais malgré tout, on a quand même poussé le message largement à l'ensemble de nos opérateurs. Et on est très satisfait parce que dans un temps réduit et un temps contraint qui est très dense dans la vie de nos acteurs, on a aujourd'hui un consortium de 10 acteurs très variés, puisque donc on a le domaine de Haute-Perche en exemple de la présence de domaines effectivement dans ce consortium, mais on a aussi des maisons de négoce, on a aussi des caves coopératives, donc ça apporte beaucoup de richesse, cette diversité d'acteurs. On a aussi une grande diversité en termes de maturité sur le sujet du réemploi. Certains ont déjà une expérience, d'autres démarrent totalement, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis on a aussi une diversité en termes de circuits de distribution qui sont adressés. Certains travaillent en vente directe, donc au caveau, d'autres travaillent avec la grande distribution, d'autres travaillent avec les cafés, hôtels, restaurants, les grossistes. Donc ça c'est très riche aussi. Chacun va venir vraiment tester différentes choses dans l'univers du réemploi. Et on a tous beaucoup à apprendre, que ce soit nous, la filière vin, mais aussi tous les acteurs de la boucle. Je pense aux opérateurs de lavage, je pense aussi à nos clients, les distributeurs. Eux aussi, il faut arriver à les embarquer. Et puis bien sûr, le consommateur. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Qui doit aussi l'appel à projet, en soi, je ne sais pas si vous, Mehdi, voulez répondre. Qu'est-ce que c'était la demande? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche, peut-être que Mehdi pourra compléter après, mais c'est de pouvoir permettre à tout professionnel de la filière vin qui souhaitait s'engager, et pas que la filière vin d'ailleurs, mais en tout cas de pouvoir bénéficier d'un accompagnement par Adelphes Citeo pour mener à bien son projet de réemploi, mais que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. D'accord. Et là, c'est l'originalité. On en est assez fiers. Au niveau des vins de Loire, on est la seule et unique région viticole à avoir pris la décision de monter un consortium au niveau des vins de Loire. Et je pense que ça traduit aussi notre sens du collectif, qui est vraiment une valeur forte au niveau des vins de Loire. Et ça apporte énormément de richesse. C'est ce que j'expliquais, parce que la diversité, c'est vraiment aussi une de nos spécificités. Et je pense que là, elle trouve toute son expression, en tout cas. Et puis surtout, on va tous arriver à en tirer profit, pour nous, les vins de Loire, mais aussi pour la filière vin au national. Et ça, c'est intéressant, c'est important. Et puis au-delà, je l'espère, pour le réemploi, même en France de manière générale, parce que c'est important que toutes les filières aussi prennent part au réemploi, pour que vraiment, vision consommateur, le consommateur soit acculturé au réemploi. Mehdi, vous voulez réagir du coup sur ça? Enfin, j'imagine que c'est vraiment une manière très concrète pour vous d'accompagner tous les acteurs de cette filière dans ce changement environnemental. Absolument. En fait, l'idée, c'est que depuis maintenant l'année 2023, on a dans notre cahier des charges une obligation d'accompagner nos metteurs en marché, nos adhérents, vers le réemploi. Et pour ce, on doit dédier 5% du chiffre d'affaires des éco-contributions de nos adhérents pour les aider à se lancer. Et donc 5% du chiffre d'affaires, c'est assez conséquent, ça représente des enveloppes importantes. Depuis 2023, on a accompagné près d'une soixantaine de projets chez Adelphes, et on a développé une enveloppe qui est autour des 6 millions d'euros. D'accord. Cette enveloppe-là va servir les opérateurs à réaliser des études, notamment des études de faisabilité, des études marketing, autour du réemploi toujours. Ça va leur permettre également de passer à l'action, c'est-à-dire qu'ils pourront également investir sur du CAPEX, s'ils ont besoin d'adapter des lignes de conditionnement,
d'acheter des packs d'emballages réemployables destinés à la grande distribution ou au CHR. Voilà, il y a justement des aides qui sont là pour aider les entreprises à lever le frein économique qui est très présent pour passer au réemploi. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un changement qui est assez conséquent. On parlait tout à l'heure de changer ces étiquettes, ces bouteilles, voilà. Potentiellement aussi accompagner le consommateur aussi à ramener sa bouteille. Il faut aussi faire de l'éducation derrière. Donc, il y a aussi une aide qui est destinée à la communication autour du geste de retour de l'emballage. Donc, il y a tout ça qu'il faut accompagner et ADELF est là justement pour ses adhérents, pour les aider à passer le pas. Est-ce qu'il y a une réglementation qui peut-être impose aussi aux vignerons, aux domaines de ce changement? Absolument. Alors, il y a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été adoptée en 2020, qui est venue introduire des objectifs très, très ambitieux en matière de réemploi, atteindre les 10% d'emballages réemployés d'ici à 2027. Et en 2025, il reste 2 ans. Ah oui, c'est bientôt quand même. Et on parle d'emballage réemployé et non pas réemployable. La différence est très importante puisqu'un emballage réemployé, c'est un emballage qui a déjà fait une rotation. On ne va pas venir comptabiliser les emballages neufs destinés à faire du réemploi, mais plutôt ceux qui ont déjà servi, collectés, lavés et remis en circuit. Donc il faut s'en préoccuper dès maintenant, là, pour qu'il y ait déjà ce circuit qui soit réalisé. C'est un objectif. Oui. Il n'y a pas encore de contraintes derrière, mais ça montre quand même la tendance. Sophie, comment est-ce que vous avez réussi à embarquer ces acteurs avec lesquels vous travaillez pour répondre à ces objectifs, justement? Je pense que cette notion de passage à l'échelle, qu'évoquait un peu Mehdi juste avant, elle est clé. Et du côté des vins de Loire, on est tous conscients que l'union fait la force. Ouais. Et donc, finalement, aussi, ce qui nous a séduit et ce qui a séduit, je pense, les membres du consortium qui sont réunis, c'est l'originalité dans la démarche de l'appel à projet ADELF Citeo, d'avoir une sorte de prime au collectif. Et ça, je trouve que c'est un joli message. C'est-à-dire que si on parle très concrètement d'un point de vue aide, donc aide financière apportée au consortium et aux individus, on bénéficie en fait en tant qu'individu, si on souhaite déposer son dossier de réemploi à titre individuel de 50% de subvention, alors que en se réunissant au niveau d'un consortium et en bénéficiant du parcours accompagnement ADELF Citeo qui est renforcé, alors on bénéficie de 70%. Donc voilà, c'est pas le critère financier qui a motivé le consortium, mais par contre, je trouve que ça révèle bien l'état d'esprit du consortium. C'est vraiment mettre à profit les atouts, les différences de chacun au profit des vins de Loire et au-delà de la filière vin au national, parce que j'espère bien que ça va faire boule de neige et qu'on va entraîner le reste de la filière dans notre sillon. Donc c'est ça, je pense, qui a vraiment créé l'envie, l'entrain, l'enthousiasme autour du projet. Et voilà, après on a communiqué largement l'information à tous nos opérateurs. Et encore une fois, je salue leur engagement et je les remercie de s'être mobilisés parce que c'est vrai que c'était une période compliquée. Donc j'espère que cette année, on compte bien renouveler l'expérience. On a déjà 1 an de recul, donc ça devrait être un petit peu plus facile de remobiliser à nouveau un groupe. Et j'espère un groupe qui se sera élargi entre-temps. Donc voilà, l'affaire à suivre. Est-ce qu'il y aurait aussi un avantage économique à faire du réemploi ? Peut-être le fait de réutiliser ses bouteilles, etc. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle réemploi aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde d'incertitude. Et dans le monde du business, l'incertitude, c'est toujours quelque chose qui est difficile à manipuler, parce qu'on n'aime pas ça, même si aujourd'hui, on est tous confrontés à l'incertitude. Et incertitude, ça veut dire aussi risque financier. Donc, je ne pense pas que le critère financier, en tout cas, soit le levier qui incite à s'engager. Ouais. Non. Mais par contre, à contrario, je dirais, la mise en place de cet appel à projet, ça permet justement de lever ce frein financier, de réduire la prise de risque des opérateurs à s'engager dans un projet de réemploi, parce qu'il faut bien avoir en tête que pour eux, c'est quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, si on pense à l'adaptation des lignes de production, si on pense à la réaction du consommateur qui aujourd'hui est encore assez inconnue, si on pense aussi à la réaction des distributeurs, parce que qui dit produire un produit dit aussi le mettre sur le marché. Donc encore faut-il qu'en face, on ait aussi une réponse favorable. Et ça, c'est
c'est tout un tas de risques à évaluer en amont. Et c'est vrai que l'accompagnement dont on dispose par le biais de cet appel à projet, il est fort parce que l'accompagnement de 70% de subvention, il est important. Et ça permet à tout un chacun peut-être d'aller un petit peu plus facilement sur le réemploi, un peu plus vite, de contribuer aussi à petit à petit à réduire les zones de flou, les zones de doute qui existent encore. Je pense qu'il faut être transparent là-dessus. Mais c'est justement avec ces initiatives qu'on arrive à mieux comprendre comment ça fonctionne, à mieux comprendre là où il faut apporter des améliorations, ce qui marche moins, à travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs concernés pour justement fluidifier le système et la boucle de réemploi. Et tout ça, c'est porteur. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui motive les acteurs. C'est vraiment pouvoir contribuer à construire la nouvelle règle du jeu de demain, et puis aussi à s'intéresser aux consommateurs, parce que même si le consommateur aujourd'hui, il est encore peut-être pas très clair sur les contours du réemploi, en tout cas l'envie elle est là, on le sait, AdelphiCITEO a pas mal de chiffres et de données là-dessus. Le consommateur aujourd'hui, il cherche des produits qui correspondent à son engagement environnemental, à son sens citoyen, et donc c'est vraiment clé que la filière trouve des voies pour arriver à décarboner la filière, parce que c'est aussi ce qu'attend notre consommateur final. Anne-Laure, est-ce que vous avez quels étaient les freins principaux auxquels vous avez été confrontés dans tout ce changement ? Alors déjà, pour rebondir simplement sur ce que disait Sophie, nous, ce qui nous a motivés en tant que vignerons, alors nous, on a déjà beaucoup d'administratifs et beaucoup de choses sur lesquelles il faut se pencher. Et le fait d'être accompagné par AdelphiCITEO dans la mise en place du réemploi, etc., c'était quelque chose de très précieux. Et le consortium mené par Interloire, enfin du moins créé par Interloire, a vraiment... pour moi, ça a été le déclic, en fait, de se dire, participer à ce consortium, ça va être rencontrer des acteurs qui sont plus ou moins avancés que nous, mais en tout cas échanger à ce sujet. Toujours dans cette même démarche aussi. Voilà, toujours dans cette démarche, et savoir quels sont les leviers qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce que les autres ont essayé qui marche ou qui marche moins bien. Donc ça, c'était vraiment précieux pour nous, parce que les freins, alors à l'origine, nous, quand on s'est lancé dans le réemploi, ils étaient pas très nombreux finalement, puisque l'idée c'était simplement d'adapter nos contenants, nos emballages, etc. Et c'était à une période pour nous qui tombait bien, puisque c'était le moment pour nous de tout repenser. Donc les freins, à l'origine, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils sont arrivés petit à petit quand on a commencé à exercer le réemploi ici au domaine. Alors nous, on a une clientèle, beaucoup de particuliers, donc ça a été pas mal de pédagogie à faire, et on continue à le faire d'ailleurs au quotidien. Et puis effectivement, après, les premiers freins qu'on a rencontrés, c'est quand on a commencé à mettre sur le marché nos bouteilles réemployables. C'est-à-dire que quand on va voir... Alors nous, on travaille pas beaucoup, voire pas du tout même avec la grande distribution, mais on travaille beaucoup avec des cavistes et des restaurateurs pour qui le principal problème, le principal enjeu, c'est le manque de place. Déjà pour passer commande. Donc pour garder aussi des bouteilles, voilà. Exactement. Déjà pour stocker des bouteilles pleines, c'est un sujet. Mais alors si en plus il faut stocker des bouteilles vides, c'est aussi un sujet. Ouais. Et donc voilà, donc réfléchir avec tous les acteurs qui ont rejoint le consortium, ça c'était intéressant, parce que ça nous donne des leviers, ça nous donne des pistes de réflexion. Et puis ça nous a permis de se dire, nous, en tant que vignerons, on a un chai, on a un hangar derrière, on a un peu de place pour stocker les bouteilles. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'à chaque fois qu'on fait une livraison, on récupère des bouteilles vides, et en fait, on commence à avoir quelque chose de très cyclique. Et je pense que c'est ça le réemploi aussi, c'est de faciliter aussi la vie à tout le monde, et que tout le monde y trouve son compte, aussi bien en termes d'empreinte carbone, comme le disait Sophie, mais aussi de facilité, c'est-à-dire que nos clients particuliers qui viennent acheter du vin, ils ramènent leurs bouteilles vides, et voilà, encore une fois, c'est cyclique, quoi. Et très concrètement, sur la bouteille, ça se voit que c'est une bouteille réutilisée ? Oui, tout à fait. On appose un petit logo qui est un logo rapportez-moi. D'accord. Et donc, ça fait aussi partie de la pédagogie de dire à nos clients, toutes les bouteilles, y compris les nôtres, sur lesquelles vous apercevez ce logo-là, vous pouvez nous les ramener. Donc nous, en fait, on récupère les bouteilles du domaine de Haute-Perche ici quand les clients nous les ramènent, mais on leur dit qu'ils peuvent aussi nous ramener les bouteilles de lait, de jus de fruits, de bière, de cidre, enfin voilà, tout ce qui peut être réemployé. L'idée, c'est de faciliter la vie du consommateur et de faciliter la vie du distributeur aussi, quoi.
Mais une bouteille réutilisée, est-ce que ça se voit que ça a été réutilisé si c'est la 2e ou 3e Alors, utilisation? ça peut se voir parce que les lignes ne sont pas encore tout à fait optimales. Donc, on a des petits signes que nous, on perçoit assez facilement, mais que le consommateur ne perçoit pas toujours. Sinon, non, il n'y a pas de symbole qui indique que la bouteille a déjà été réemployée X nombre de fois. Quoi. D'accord. Mais Mehdi Bezbez, pour cette dernière question, car il nous reste plus que 1 minute 30, qu'est-ce qui vous semble le plus urgent là, pour déployer à grande échelle cette solution du réemploi? Alors, à mon sens, le plus urgent et le plus important aujourd'hui, c'est d'harmoniser les contenants destinés au réemploi. Et notamment, je parle là des standards réemployables sur lesquels Adelph, aujourd'hui, on est en train de travailler. Avoir une bouteille qui puisse être identifiée directement par le consommateur, qui puisse être aussi utilisée par l'ensemble du vignoble au niveau national destiné au réemploi. Et de cette façon, on pourra passer réellement à l'échelle de façon beaucoup plus rapide et efficiente sur cette thématique-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives indépendantes, locales, et si demain on veut passer au national, il va falloir justement harmoniser les choses pour effectivement arriver à massifier aussi beaucoup plus rapidement ces contenants déjà utilisés, pour pouvoir les collecter et les emmener en centre de tri, lavage et les réutiliser. Merci beaucoup à tous les 3 pour ce premier épisode du podcast La Loire en bouteille. Je rappelle, Anne-Laure Desmaris, que vous êtes régisseuse au domaine de Haute-Perche, Mehdi Bezbez, responsable marché, vin et spiritueux chez Adelph, vous êtes aussi agronome et œnologue, et Sophie Talpo, vous êtes directrice générale d'Interloire. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était La Loire en bouteille.